La trêve ne tient pas entre Israël et le Hezbollah. C'est le constat dressé lundi par le ministre libanais des personnes déplacées, Kamal Shehadi, dans l'émission Europe Today d'Euronews. Dimanche, les frappes israéliennes ont fait 14 morts, faisant de cette journée la plus meurtrière depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Let's not forget that the ceasefire was imposed on both Israel and Hezbollah last week. Neither side wanted the ceasefire, and they both found a way to go back to the modus operandi of the pre-ceasefire announcement. Pour Kamal Shahedi, la tentative d'Israël d'imposer une ligne jaune dans le sud du Liban sur le modèle de celle imposée à Gaza est scandaleuse. Le ministre a rappelé que le Liban disposait déjà d'une frontière et que celle-ci devait être respectée. Kamal Shahedi a également souligné que le gouvernement libanais s'était déjà engagé à désarmer le Hezbollah et qu'il entendait garantir qu'aucune hostilité ne se produise à la frontière entre le Liban et Israël afin d'obtenir une ligne de démarcation sûre et sécurisée. Des centaines de navires immobilisés dans le Golfe et des dizaines de milliers de marins qui attendent entre incertitude et crainte d'une nouvelle escalade. Entre le 13 et le 19 avril, seuls près de 80 navires ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz, soit une chute spectaculaire par rapport à la moyenne de 130 transits quotidiens enregistrés en temps habituel. Depuis le début du conflit, des dizaines de navires ont essuyé des tirs selon les Nations Unies, avec au moins 10 marins tués dans l'exercice de leurs fonctions. Kami di sini sudah 1 bulan. Begitu kemarin kita di sini sempat ada serangan drone. Pertama waktu saya baru tiba di sini tanggal 3 di pelabuhan, begitu sandar ada serangan drone. Cuman tidak tahu drone dari mana, cuman saya dapat infonya dari Iran. Itu dia meledak di dekat tangki full oil dekat kapal kita. Bien que Donald Trump ait prolongé le cessez-le-feu pour une durée indéterminée, Washington maintient un blocus strict sur les ports iraniens. En représailles, Téhéran a ouvert le feu sur plusieurs navires et en a saisi 2 autres, amenuisant encore l'espoir d'établir un couloir maritime sécurisé. Before ceasefire, there were so many issues raised by the seafarers that there was shortage of the food, and some ships started rationing of the water nearly 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. The major failure was the seafarers were not able to communicate with their family. L'Organisation maritime internationale réclame désormais la mise en place urgente d'un couloir humanitaire afin d'évacuer les équipages bloqués. Téhéran continue toutefois d'exiger des droits de passage, affirmant que le détroit d'Ormuz ne peut être franchi que par les navires qu'il considère comme non hostiles. 2 ou 3 compagnies aériennes européennes pourraient faire faillite avant la fin de l'année en raison de la flambée des prix du pétrole, a déclaré Michael O'Leary, PDG de Ryanair. Parmi les entreprises qui seraient selon lui en danger, le patron de la plus grande compagnie aérienne d'Europe a cité Wizz Air et Air Baltic. Il a précisé que ce serait une bonne chose pour les affaires de sa compagnie car il y aurait, je cite, moins de concurrence. Contacté, Wizz Air a démenti ces allégations, assurant que les propos de Michael O'Leary sont totalement faux et mensongers et que l'entreprise hongroise possède un bilan solide et une liquidité importante. Le patron de Ryanair, connu pour son franc-parler et ses sorties provocatrices, assure que la guerre au Moyen-Orient a déjà coûté en avril plus de 42 millions d'euros à son entreprise, uniquement pour le kérosène. Le chancelier allemand Friedrich Merz a laissé entendre que l'Ukraine pourrait devoir céder des territoires à la Russie pour ouvrir la voie à son adhésion à l'Union européenne. Ce lundi, il a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait organiser un référendum afin que le peuple se prononce à la fois sur l'adhésion à l'UE et sur les questions de concession territoriale. Plus de 4 ans après le début de la guerre, la Russie occupe un peu plus de 20% du territoire ukrainien, principalement dans la région industrielle du Donbass. Friedrich Merz a ajouté que ces décisions ne pouvaient être prises que par le peuple ukrainien, soulignant qu'il était crucial de lui rendre le pouvoir. Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein. Wenn er das der eigenen Bevölkerung vermitteln will und dafür in der Bevölkerung eine Mehrheit bekommen will, und er muss eine Volksabstimmung darüber machen, dann muss er gleichzeitig der Bevölkerung sagen, aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet.
Ces 2 dernières années, les progrès de Kiev vers l'adhésion à l'UE étaient bloqués par le Premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban. Mais sa récente défaite écrasante face au futur chef du gouvernement, Péter Magyar, a ravivé l'espoir que l'Ukraine passe à l'étape suivante de sa candidature à l'adhésion. Cependant, le chancelier allemand a mis en garde contre tout espoir d'une adhésion rapide à l'Union, soulignant que l'intégration de l'Ukraine dépendait de la paix, des réformes de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Friedrich Merz a également ajouté que la proposition de Volodymyr Zelensky de viser une adhésion au 1er janvier de l'année prochaine manquait de réalisme. Le dirigeant allemand a même assuré qu'une échéance fixée au 1er janvier 2028 pourrait ne pas permettre de mener à terme les réformes nécessaires. Kiev détient actuellement le statut de pays candidat officiel à l'UE qu'elle occupe depuis juin 2022. En Allemagne, alors que le débat sur le service militaire et la sécurité ne cesse de s'intensifier, le nombre de demandes d'objection de conscience est en augmentation, avec plus de 2500 demandes au premier trimestre 2026, soit plus des 2/3 du total enregistré sur l'ensemble de l'année 2025, selon les autorités. La réforme du service militaire est entrée en vigueur au début de l'année dans le pays. Elle rend obligatoire l'inscription en vue d'une éventuelle conscription pour les jeunes nés en 2008 ou après, le Bundestag pouvant réactiver le service obligatoire si le recrutement volontaire s'avérait insuffisant. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a présenté cette réforme comme une réponse à la détérioration du contexte sécuritaire. Parallèlement, le débat public s'est intensifié autour de la possibilité d'exiger des hommes en âge de combattre une autorisation préalable pour effectuer de longs séjours à l'étranger, une mesure qui alimente les inquiétudes au sein de la population. Près de 800 personnes qui avaient précédemment déclaré leur statut d'objecteur de conscience ont changé d'avis l'année dernière. De la neige à la fin du mois d'avril, peu commun même à Moscou. Dans la nuit de samedi à dimanche, la capitale russe s'est pourtant progressivement recouverte d'un manteau blanc jusqu'à atteindre 12 cm de neige sur les routes. Les températures sont descendues sous zéro et une alerte météo orange a été émise alors que la tempête de neige devrait encore s'intensifier avec des conditions glaciales et même la possibilité d'orage sans pluie. De nombreux parcs de la ville sont fermés alors qu'à certains endroits, des arbres se sont effondrés sous le poids de la neige. Les transports sont perturbés et la location de trottinettes électriques ainsi que de vélos a été suspendue, tandis que certaines parties de la région moscovite sont privées d'électricité. Les prévisionnistes attribuent ce bref retour de l'hiver à l'influence d'un cyclone balte. Une nette amélioration des conditions météorologiques est attendue dès mercredi. Chypre est en charge de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et à cette occasion, le gouvernement met en avant son patrimoine historique et ses efforts pour le préserver. Le Kyrenia II en est un exemple. Le premier Kyrenia est un navire marchand qui voguait dans les eaux de la Méditerranée 300 ans avant Jésus-Christ. Le navire porte le nom du port chypriote au large duquel on a trouvé son épave en 1965. Des spécialistes de l'université de Pennsylvanie ont construit sa réplique 20 ans plus tard avec les techniques utilisées dans l'Antiquité. Le Kyrenia II avait alors navigué des chantiers navals du Pirée jusqu'à Paphos, une ville sur la côte occidentale de Chypre. 40 ans plus tard, le Kyrenia II vient d'être remorqué pour naviguer à nouveau dans les eaux chypriotes et mettre en lumière le riche patrimoine maritime de l'île. « 30 ans après la première grande présentation de la collection Kostakis en Grèce, la Galerie nationale, en collaboration avec le Momus, présente l'exposition anniversaire consacrée au mouvement de l'avant-garde russe, le monde de l'avant-garde, ville, nature, univers, homme. Cette exposition, composée de 280 œuvres, réexamine la collection de Kostakis à travers le prisme de la relation entre l'homme et son environnement, un thème crucial dans l'exploration artistique de la Russie du début du XXe siècle. Η έκθεση εκείνη το 1995 στάθηκε ένα ορόσημο για τις εξελίξεις που ακολούθησαν, μια φριαλίδα εξελίξεων
στην ελληνική μουσιακή πολιτική και την ιστορία της τέχνης. Στοχεύαμε στο καινούριο κοινό και στους παλαιότερους που ξέρουν και αγαπούν τη ρωσική πρωτοπορία να τους δείξουμε όλα αυτά τα πειράματα, τις επαναστατικές αλλαγές που είχαν να κάνουν με τις αντιλήψεις των καλλιτεχνών που ζούσαν σε ένα επαναστατικό περιβάλλον, για το πώς η τέχνη μπορεί να αναδιαμορφώσει την καθημερινή ζωή. Né à Moscou, Georges Kostakis débute sa carrière comme chauffeur à l'ambassade de Grèce jusqu'en 1940, avant de se passionner pour les œuvres de l'avant-garde russe. Il commence alors par les sauver de l'oubli et de la destruction après leur interdiction par le régime. En mars 2020, l'État grec finalise l'achat de 1277 œuvres puis les transfère au Musée national d'art contemporain de Thessalonique, alors nouvellement créé. Suite à cette acquisition, la famille de Georges Kostakis fait don de ses archives au musée composé de plus de 2000 pièces de grande valeur, comme des manuscrits, des publications, des photographies, des affiches, des carnets d'artistes et des dessins. Η αγορά της συλλογής Κωστάκη ήταν η μεγαλύτερη πολιτιστική επένδυση που έγινε από το ελληνικό κράτος ποτέ. Δημιουργήθηκαν τα δύο μουσεία σύγχρονης τέχνης στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, αλλά αποκτήσαμε, και αυτό το πιο σημαντικό, μία συλλογή που είναι διεθνώς διάσημη, είναι μοναδική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ένα κεφάλαιο στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης και είναι η συλλογή που έχει τη μεγαλύτερη κινητικότητα από όλες τις άλλες συλλογές που υπάρχουν στα μουσεία τα ελληνικά. L'exposition anniversaire se tient à la Galerie nationale à Athènes jusqu'au 27 septembre. L'occasion de découvrir des œuvres de nombreux artistes de ce courant artistique tels que Kazimir Malevich, Vassili Kandinsky, Alexander Rodchenko ou Olga Rosanova.